Le 19 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu troisième président de la Ve République. De 1974 à 1981, Valéry Giscard d'Estaing va rester à l'Élysée pendant 7 ans. De son engagement dans la libération de la France jusqu'à son ascension vers l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing se sera très vite engagé aux côtés des gaullistes avant de prendre ses distances. Conforté par un excellent parcours scolaire et par ses origines aristocrates, Valéry Giscard d'Estaing va mettre son intelligence au service de ses ambitions pour progressivement s'imposer sur le devant de la scène politique et doubler les héritiers du gaullisme. Voici l'ascension de Valéry Giscard d'Estaing. Nous sommes le 2 février 1926. Valéry Giscard d'Estaing naît à Koblenz, en Allemagne. La famille Giscard d'Estaing s'est installée là-bas pour des raisons professionnelles. Son père, Edmond, est directeur des finances du Haut Commissariat français en Rhénanie. Sa mère, Mée Bardou, est issue d'une famille politisée descendant de la noblesse. Ils sont les héritiers de la comtesse de Montalivet. Valéry Giscard d'Estaing est en fait le descendant d'une relation extra-conjugale entre le roi Louis XV et Catherine-Éléonore Bénard, ça s'invente pas. Bref, Valéry Giscard d'Estaing a un frère, Louis, et 3 sœurs, Sylvie, Isabelle et Marie-Laure. En juillet 1926, quelques mois seulement après la naissance du petit Valéry, les Giscard d'Estaing sont rappelés à Paris par l'inspection générale des finances. Valéry Giscard d'Estaing grandit entre Paris et Clermont-Ferrand, la ville d'origine de sa famille. Il est dans une école privée catholique dans le 16e arrondissement à Paris. Il intègre également les scouts et quelques années plus tard, il entre au lycée Louis-le-Grand pendant l'occupation. En 1942, il décroche son bac alors qu'il n'a que 16 ans. Valéry Giscard d'Estaing est un très bon élève, ses professeurs ne se font pas beaucoup de soucis pour lui, mais le néo-bachelier va prendre son destin en main et va surprendre tout son entourage. En 1944, il négocie avec son père pour intégrer l'armée et participer à la libération de la France. Il intègre alors le service d'ordre d'Alexandre Parodi. Ce résistant est le représentant du général de Gaulle en zone occupée. Il part ensuite dans le 2e régiment de dragons, sous les ordres du général Jean Delattre de Tassigny. En 1945, cet engagement est récompensé, il devient brigadier et l'armée lui accorde cette citation. Brigadier Giscard d'Estaing, engagé volontaire à 19 ans, devenu rapidement pointeur de grande classe, montrant un complet mépris des armes automatiques et des mortiers qui l'environnaient. Valéry Giscard d'Estaing s'affirme, il a su imposer ses choix, il sait ce qu'il veut. Après avoir été décoré de la Croix de guerre 1939-1945, le 14 juillet 1945, pour la première fête nationale d'après-guerre, il défile aux côtés du général de Gaulle. À la rentrée, Valéry Giscard d'Estaing reprend ses études au lycée Louis-le-Grand, oui, il faut bien y retourner. En juillet 1946, il est admis à l'école polytechnique. En 1949, il intègre l'ENA. Dans les deux écoles, il fait partie des meilleurs élèves. En 1951, après sa sortie de l'école, il intègre la prestigieuse inspection générale des finances. L'année suivante, il rencontre Anémone de Brandt, avec qui c'est le coup de foudre. À la fin de l'année, ils se marient et ils auront 4 enfants, Valériane, Henri, Louis et Jacinthe. Mais professionnellement, Valéry Giscard d'Estaing a la tête ailleurs. Il ne veut pas seulement l'inspection générale des finances, il s'intéresse beaucoup à un autre univers, la politique. En 1954, en pleine 4ème République, Valéry Giscard d'Estaing s'engage aux côtés d'Edgar Faure, ministre des Finances, et devient son conseiller, un passage de courte durée. En 1956, Valéry Giscard d'Estaing s'émancipe d'Edgar Faure et devient député du Puy-de-Dôme avec l'étiquette du CNIP, Centre National des Indépendants et Paysans, un parti politique de droite. Pendant son mandat, il défend l'Algérie française mais aussi le traité de Rome sur la création de la Communauté économique européenne. En 1958, il devient conseiller général du Puy-de-Dôme. Valéry Giscard d'Estaing prend de plus en plus d'importance à droite avant qu'un événement ne vienne tout bousculer. Qui pouvait résoudre la crise? Dans un Élysée assiégé par les journalistes, le président de la République appelait en consultation les chefs de parti. Puis il prenait sa décision. Et dans un message à l'Assemblée, à la fois digne et courageux, il annonçait son intention d'appeler le général de Gaulle. En 1958, le député Valéry Giscard d'Estaing vote en faveur d'un retour du général de Gaulle. 14 ans après s'être engagé à ses côtés dans la résistance, il voit d'un bon œil son retour en politique. En 1959, Charles de Gaulle devient officiellement président de la Ve République. À seulement 32 ans, Valéry Giscard d'Estaing entre au gouvernement et devient secrétaire d'État aux Finances. Il travaille dans l'ombre d'Antoine Pinet, ministre des Finances. Le secrétaire d'État est un bosseur et Charles de Gaulle le voit. En privé, de Gaulle sait ce qu'il doit à son secrétaire d'État qui remet les finances à flot en seulement 18 mois.
À l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing fait partie du cercle proche, grâce à sa proximité avec le président et le Premier ministre Michel Debré et grâce à son profil de bosseur, il est récompensé. En 1962, il devient ministre des Finances et des Affaires économiques. La même année, Georges Pompidou devient Premier ministre, Valéry Giscard d'Estaing est à nouveau confirmé à son poste de ministre. Sur la question algérienne, Valéry Giscard d'Estaing ne soutient pas l'indépendance de l'Algérie, il y est même opposé depuis longtemps, proche de certains membres de l'OAS, organisation de l'armée secrète, partisan de la présence française en Algérie. Finalement, il se rangera derrière le général et restera au gouvernement sans faire de vagues. Dans les années 60, il maîtrise les finances françaises à la perfection. Sur l'année 1965, le budget de l'État est même excédentaire de 120 millions de francs, une situation bien différente de celle d'aujourd'hui. Pour assurer le sérieux budgétaire, Valéry Giscard d'Estaing propose au président de Gaulle et au Premier ministre Pompidou de faire passer une loi obligeant les prochains gouvernements à respecter l'équilibre budgétaire. Charles de Gaulle est d'accord, mais Georges Pompidou refuse. L'excédent de 1965 est envoyé aux États-Unis pour rembourser la dette de la France concernant les dépenses remontant à la Seconde Guerre mondiale. Le sérieux économique de la France est salué dans le monde entier, mais ce sérieux a un prix. Valéry Giscard d'Estaing augmente les impôts pour une partie des Français, il étend la TVA sur des dizaines de produits. Sa politique de rigueur fait grincer des dents, sa proximité avec le général de Gaulle ne suffit plus. En 1966, après la réélection de Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing n'est pas dans le nouveau gouvernement, il s'éloigne de la politique et décide de retourner à l'inspection générale des finances. Le 1er juin 1966, Valéry Giscard d'Estaing crée la FNRI, Fédération nationale des républicains indépendants. C'est un nouveau parti politique de centre-droit, libéral et pro-européen. L'un des premiers partis politiques à militer par exemple pour le lancement d'une monnaie unique en Europe. Valéry Giscard d'Estaing se montre désormais plus en retenue sur son soutien envers les gaullistes. Il soutient le général, mais avec ses volontés, il instaure la doctrine du « oui, mais », une prise de position qui agace le général de Gaulle lui-même. En 1967, les élections législatives vont placer Valéry Giscard d'Estaing au cœur du jeu. 200 députés gaullistes sont élus, une majorité relative seulement. Pour obtenir la majorité absolue, les gaullistes doivent faire alliance avec les 42 députés FNRI, le parti politique de Valéry Giscard d'Estaing. Il fait partie d'ailleurs des 42 élus. Il est réélu dans son fief du Puy-de-Dôme pour la 3e fois. À l'Assemblée nationale, il devient président de la commission des finances. Il continue d'être critique envers le pouvoir gaulliste, dénonçant l'exercice solitaire du pouvoir du général de Gaulle. Pendant les manifestations de mai 68, il reste plutôt discret. Il soutient la résolution du conflit par le dialogue, comme le souhaite le Premier ministre Georges Pompidou. Aux élections législatives anticipées, les gaullistes écrasent la concurrence et remportent les élections. Valéry Giscard d'Estaing remporte sa réélection dans le Puy-de-Dôme, mais perd son rôle de faiseur de roi à l'Assemblée. Il décide alors de se faire plus discret, il s'éloigne de la vie politique nationale et conforte son ancrage local dans l'Auvergne en devenant maire de Chamalières, ville de 17 000 habitants. Mais un événement va ramener Valéry Giscard d'Estaing au cœur de la vie politique. Le général de Gaulle avait rendu public le communiqué suivant: « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. » En 1969, après son référendum, Charles de Gaulle n'obtient pas le soutien des Français. Valéry Giscard d'Estaing s'est montré opposé au projet du général de Gaulle. En quittant le pouvoir, une élection présidentielle anticipée se tient. Les centristes poussent pour la candidature de Giscard, mais c'est finalement le président du Sénat, Alain Poher, centriste, qui se présente. Contre toute attente, Valéry Giscard d'Estaing choisit plutôt de soutenir Georges Pompidou, le candidat des gaullistes. Georges Pompidou et Alain Poher s'affrontent au second tour. Le 15 juin 1969, Georges Pompidou est élu président de la République. En choisissant le candidat qui remporte l'élection, Valéry Giscard d'Estaing réussit à devenir ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Pour son retour au ministère, Valéry Giscard d'Estaing veut constituer à nouveau un budget à l'équilibre. C'est le cas en 1969 et 1970, mais le contexte est plus difficile que dans les années 60. Le ministre ne réussit pas à contenir l'inflation, la baisse de la valeur du franc et les conséquences du choc pétrolier. Sur le plan politique, Valéry Giscard d'Estaing a le soutien du président Pompidou, mais agace Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre. Après les élections législatives de 1973, le parti politique du ministre de l'économie est à nouveau au centre du jeu. Georges Pompidou doit compter sur son ministre pour s'allier avec les gaullistes et obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Après les élections, Jacques Chaban-Delmas est remplacé à Matignon par Pierre Messmer. Valéry Giscard d'Estaing, lui, est promu ministre d'État. Une montée en puissance qui laisse penser que Giscard pourrait bien devenir l'héritier de la droite après les années Pompidou, un destin qui va se dresser devant lui bien plus rapidement que prévu.
Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. En 1974, la mort de Georges Pompidou provoque la tenue d'une élection présidentielle anticipée et d'une véritable guerre des héritiers à droite. Sur la ligne de départ, on retrouve Valéry Giscard d'Estaing, candidat FNRI. Il rassemble les centristes mais aussi le centre-droit, décrochant plusieurs soutiens à droite comme Olivier Stirn, député gaulliste, Jean-Philippe Lecat, haut fonctionnaire, mais aussi Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture, proche de Georges Pompidou. Valéry Giscard d'Estaing affronte Jacques Chaban-Delmas, le représentant du parti gaulliste à la présidentielle. Pendant la campagne électorale, Jacques Chaban-Delmas peut compter sur le soutien des gaullistes, mais le candidat ne convainc pas les Français. La dynamique de Valéry Giscard d'Estaing est l'exact inverse. Il renvoie l'image d'un homme moderne, faisant du ski, jouant au football, dépoussiérant la fin de l'ère gaulliste. Le 5 mai 1974, à l'issue du premier tour, les Français placent en première position François Mitterrand, candidat socialiste avec 43,25%, et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui arrive deuxième avec 32,6%. Le 10 mai 1974, entre les deux tours de l'élection présidentielle, François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing s'affrontent dans un débat à la télévision pour présenter leurs projets respectifs pour la France. C'est la première fois qu'un tel débat a lieu, une tradition politique qui existe toujours aujourd'hui, et pendant ce débat, Valéry Giscard d'Estaing a la formule choc. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres. Le 19 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République avec 50,81% des voix. Le 27 mai, il est investi. À 48 ans, le troisième président de la Ve République devient aussi le président le plus jeune. Avec lui s'ouvre une nouvelle époque représentée par une nouvelle génération politique qui entre à l'Élysée. J'ai donc eu l'honneur de proclamer, au nom du Conseil constitutionnel, que vous étiez élu président de la République. De ce jour date une ère nouvelle de la politique française. Ensemble, comme un grand peuple, uni et fraternel, abordons l'ère nouvelle de la politique française. Valéry Giscard d'Estaing restera à l'Élysée jusqu'en 1981. Il se représentera pour être réélu, mais il sera battu cette fois par François Mitterrand. Il sera le premier ancien président à continuer sa vie politique après avoir été président. En 1984, il est élu député. En 1988, il prendra la tête de l'UDF, un nouveau parti politique de centre-droit. En 1989, il deviendra député européen. Il sera un des principaux artisans de la construction européenne. Après les deux septennats de François Mitterrand, il a failli se présenter à la présidentielle de 1995, mais ses deux adversaires à droite, Jacques Chirac et Édouard Balladur, se présenteront, ce qui diminuera ses chances de victoire. Il décidera finalement de ne pas se présenter. En 2002, il rejoint l'UMP, parti politique de droite héritier du parti gaulliste. Il siégera au Conseil constitutionnel pendant 39 ans, un record. Pour la présidentielle de 2007 et de 2012, il soutiendra Nicolas Sarkozy. En 2017, il soutiendra François Fillon. Le 2 décembre 2020, à 94 ans, Valéry Giscard d'Estaing meurt des suites du Covid-19. Sa mort intervient près de 40 ans après son départ de l'Élysée, un record de longévité qui donne l'impression que l'ancien président aura réussi à traverser le temps, connaissant de son vivant les 5 personnes qui lui ont succédé à la présidence de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la 3e de notre série baptisée Ascension qui revient sur les parcours des présidents de la République. Vous pouvez retrouver les 2 précédentes vidéos sur l'ascension de Charles de Gaulle et de Georges Pompidou, je vous les mettrai pendant le générique de fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir nos prochaines vidéos sur les autres présidents de la Ve République.